Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des performances entre Lightroom Classic, Darktable et Capture One et sur l'aspect en particulier du catalogage, ou plutôt, même si c'est pas exactement le catalogage, de tout ce qui n'est pas le développement. C'est-à-dire en gros, j'ai benchmarké, chronométré sur une machine l'importation de 2000 fichiers bruts qui sont des DNG et des CR3, donc ça a été pris avec du Canon EOS R, avec du 5D Mark II, avec, je crois qu'il y a un vieux 1D dans le tas, et donc il y a du CR3 et du DNG, comme ça mixe un peu les choses, et accessoirement ce sont des appareils qui sont pas complètement, c'est pas le dernier cri, loin de là. Donc je veux que ce soit à peu près représentatif de ce que rencontrent les photographes pros. Donc cette vidéo, enfin voilà, ça s'adresse plutôt à ceux qui utilisent ces logiciels pour leur métier, et non pas comme un hobby, et où en fait des performances, on va dire, inférieures à ce qui est attendu, ou des trucs qui sont longs à faire, pourraient évidemment coûter de l'argent. Donc les photographes de reportage pour la presse, les photographes de mariage, de mode, de photos de produits, vous shootez beaucoup de photos, si ça prend des tonnes de temps pour les rentrer dans le catalogue, si ça prend des tonnes de temps pour générer les vignettes ou pour exporter des JPEG, une fois qu'on a fait par exemple un petit paramètre prédéfini pour les montrer aux clients pour qu'ils choisissent avec nous, puis qu'ensuite on se lance dans le développement, voilà, c'est ça que je veux chronométrer, l'importation, la génération de miniatures et l'exportation, avec un paramètre prédéfini appliqué. Ce sont des cas concrets qui se produisent tous les jours pour ceux dont la photographie est le métier. Je parle pas encore une fois, de ceux qui en font un hobby ou qui sont des amateurs éclairés ou qui sont à la retraite, où évidemment personne n'a envie de perdre de temps, mais on va être honnête, c'est pas si grave de perdre du temps, ou en tout cas de pas avoir un truc qui serait aussi rapide que ce qu'on voudrait. Là où sur les professionnels, si ça s'accumule toute l'année, c'est potentiellement à coup de minutes, d'heures, voire de journées. Bah, c'est des journées que vous facturez pas, c'est des journées où vous attendez que votre machine fasse quelque chose. Donc c'est quand même un peu embêtant. Qui plus est, c'est pas vraiment comme la vidéo, dans le sens où en vidéo, vous pouvez lancer un rendu et puis aller faire autre chose, ou alors avoir une machine dédiée au rendu. Moi, ça m'arrive de balancer des rendus vidéo, de l'encodage, sur ma deuxième machine pendant que je continue à travailler. En photo, quand vous faites l'importation, alors vous pouvez toujours, effectivement, si vous avez bien organisé votre journée, vous pouvez toujours aller faire autre chose, vous allez faire vos courses, vous allez prendre votre douche, vous faites un truc, quoi, en gros. C'est pas forcément possible pour tout le monde, et c'est pas forcément possible à tous les moments. Vous avez fait un shoot produit le matin, et il faut donner en début d'après-midi déjà des trucs à manger aux clients, bah, il faut que ce soit prêt. Il n'y a pas de plan B, en fait, c'est prêt ou c'est prêt. Ou juste, bah, vous demandez au client, bah voilà, j'ai pas eu le temps, ou ce n'est pas encore prêt, et donc il faut attendre un petit peu. Et vous pouvez mettre 14 machines alignées, et ben, il faut juste qu'il y en ait une qui fasse le boulot en fait. Donc vraiment l'importation, les gestions des miniatures ou l'exportation des JPEG, c'est un peu un temps qui est relativement incompressible. Il y a peut-être des moments où vous allez pouvoir vous arranger pour faire autre chose, mais souvent vous n'allez pas pouvoir vous arranger pour faire autre chose, il faut attendre que le truc se finisse pour pouvoir l'envoyer. Donc il faut que ça se finisse vite en fait. Donc je vous explique un peu la méthodologie quand même, parce que c'est important. Donc il s'agit pas de benchmarker la puissance d'une machine, il s'agit pas de dire si les résultats que j'ai eu moi sont bons ou mauvais, c'est pas de l'absolu, donc c'est du relatif. C'est-à-dire que là, j'ai fait ça sur un MacBook Air M2, au final, qu'une tâche prenne 5 minutes ou 50 ou 2 jours, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la différence entre les logiciels pour faire la même chose. Alors, sur le banc, il n'y a pas DxO, parce que DxO n'est pas un catalogueur. Je suis désolé, mais c'est pas un catalogueur. On peut parcourir des dossiers, on peut mettre des notes, on peut faire des tris avec des mots-clés, mais c'est pas un catalogueur. Il n'y a pas une base de données, il n'y a pas de gestion de catalogue, c'est assez compliqué. Alors j'ai mis Darktable, même s'il y a un petit bémol, et vous allez le voir en fait, je balance des vidéos pour illustrer mes propos pendant ce temps-là, mais dans Darktable, on va rencontrer quelques soucis, je vais en parler. Et il y a aussi le fait que, bah, évidemment, ça dépend aussi beaucoup des fichiers que vous donnez à manger, forcément, à votre logiciel. C'est-à-dire que là, c'est des fichiers qui font environ voilà, 4-5 000 pixels de large, 6 000 suivant la taille des capteurs. Voilà, si vous balancez du moyen format à 100 millions de pixels, forcément, ça va être un peu plus long. Et peut-être que certains logiciels vont donner de meilleurs résultats que d'autres, mais a priori, la logique est respectée, c'est-à-dire qu'il y a des goulets d'étranglement à certains moments. Ils ont des façons de créer les JPEG de manière différente, et en général, ce que vous allez observer là sur un type de fichier, ça va se reproduire pour d'autres. Mais
bon, j'ai essayé d'être représentatif, à ne pas prendre encore une fois des trucs dernier cri, mais plutôt des fichiers, des formats de fichiers bruts éprouvés, avec des boîtiers qui sont très répandus, pour éviter voilà, d'avoir des effets de tomber sur un cas particulier et que du coup un logiciel serait peut-être pas encore optimisé ou qu'il y a encore un truc qui coince quoi. Ouais, donc voilà. Donc voilà pourquoi il n'y a pas d'EXO, voilà pourquoi j'ai choisi ce type de fichier. Et j'ai pris que 2000 images, mais j'ai aussi fait le test, sauf que je ne l'ai pas documenté. J'ai aussi fait le test avec l'ensemble de mes fichiers bruts perso, c'est-à-dire environ 65 000 images. Donc ça commence à faire du monde, ça fait pas loin d'un téra de fichiers bruts. Et là tout de suite, les données dire ce que j'ai observé sur Lightroom et Capture One en particulier, ça s'est retrouvé en fait vrai par la suite, et évidemment avec des écarts beaucoup beaucoup plus larges en fait. Donc le truc important c'est quoi? C'est d'abord l'importation. Donc l'importation, dans Lightroom, j'ai fait une importation avec pas de paramètres prédéfinis à l'importation, évidemment, juste on importe les fichiers bruts, donc les 2120 images, et on crée des aperçus dits standards. Alors vous allez me dire, pourquoi pas des aperçus 1 pour 1? Pourquoi? Parce que, alors même si moi c'est ce que je conseille de faire, mais c'est pas forcément toujours pertinent de le faire, et ensuite c'est pour pouvoir comparer les logiciels entre eux, parce qu'ils génèrent pas tous les aperçus de la même façon. Donc Lightroom, on va juste créer des aperçus standards. Donc à la taille de l'écran, par défaut, un aperçu standard se base sur la résolution de l'écran en largeur. Donc par exemple, là où j'ai enregistré, moi, c'est du 5120. Donc ça correspond en gros à la dalle d'un iMac, 4K, 5K, pardon. En réalité, je suis sur un écran Ultra HD, donc 3860 par 2140. Si mes souvenirs sont bons. Non, 2160, c'est 2160p. À chaque fois, je me plante, c'est incroyable. Pour l'Ultra HD, pour la résolution, c'est 3800, c'est 1920 x 2 et c'est 1080 x 2. Donc c'est 3840 par 2160, 2160p. Voilà pour la résolution Ultra HD. Et en fait, sur macOS, vous pouvez étirer l'interface, la dessiner, pour avoir un peu plus de place, ce qui est très pratique d'ailleurs. Ça correspond au pourcentage d'échelle dans Windows, sauf que Windows, c'est l'interface qui se redessine, mais la résolution interne est toujours considérée comme étant 3840 par 2160. Là où Mac va dessiner l'interface en 5180 par 2880, donc c'est 5100 quelque chose, à chaque fois j'oublie. Mais si on va en fait dans les préférences, il va vous le donner quand vous allez dans Moniteur. C'est l'équivalent de 2560 par 1440. Donc c'est 5120, à chaque fois je me plante aussi, 5120 par 2880. Donc en gros, il va faire des aperçus de 5120 pixels de large, Lightroom, quand on lui demande de faire des aperçus standards. Et c'est pareil pour Capture One, donc les deux se sont alignés. Quand on génère des aperçus par défaut, il génère à la taille écran, c'est-à-dire pour que quand on regarde à l'écran, il est suffisant, il n'est pas à refaire un rendu. Et ça tombe bien parce que moi, les fichiers que je lui ai donné à manger, ça correspond pas loin à du 100%. Donc en gros, si j'avais demandé du 1 pour 1, dans Lightroom, ça aurait fait sensiblement la même chose. Maintenant, si j'avais balancé du Fuji à 100 millions de pixels en moyen format, évidemment, les fichiers auraient été beaucoup plus grands que la taille de mon écran, et les aperçus standards de Lightroom auraient suffi à un affichage taille écran, mais pas un affichage 1 pour 1. Donc voilà déjà pour les premiers trucs qu'il faut un peu dépoter. Et pour Darktable, là aussi on est carrément dans le cas particulier, puisque Darktable en fait génère les aperçus à la volée, et ne génère le cache que quand l'utilisateur ne fait rien, avec un programme qui se lance en arrière-plan. Et ce programme, vous pouvez le lancer manuellement en ligne de commande, et vous pouvez lui expliquer, vous pouvez lui donner le nombre de niveaux de vignettes qu'il doit générer, et est-ce qu'il se base ou non sur le fichier brut pour les générer. C'est-à-dire est-ce qu'il se base sur le JPEG qui est lié au fichier brut, ce qui évidemment n'est pas conseillé, ou est-ce qu'il se base sur le brut lui-même, pour avoir les aperçus les plus neutres avant développement. Sauf si vous voulez envoyer un truc hyper flatteur à votre client, et dans ce cas-là, vous vous basez sur le pré-développement qui a été fait en JPEG par le boîtier, et qui est donc associé au fichier brut. Donc voilà, il y a plein de scénarios possibles. J'ai essayé de rester le truc par défaut et le plus neutre. On va passer aux chiffres. Donc 2120 images importées, plus la génération des miniatures, c'est 57 minutes. Donc sur un MacBook Air M2, donc le haut de gamme, celui qui a 24 Go de RAM, et qui a 10 cœurs de GPU au lieu de 8. Alors, au niveau de l'importation, c'est le CPU qui est utilisé, et ce, pour les trois logiciels. C'est pas forcément le cas de l'exportation.
où là, le fait d'avoir un peu de GPU, ça peut aider, mais c'est quand même assez marginal. Bref, c'est quand même une tâche qui est très liée au CPU et donc au nombre de cœurs et leur fréquence. Si vous êtes sur PC, sur Mac, la fréquence, on s'en fout un petit peu parce que c'est pas documenté, on n'a pas vraiment les infos de toute façon. Donc 57 minutes sur Lightroom, 62 minutes sur Capture One, donc on n'est pas dans la marge d'erreur, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même une meilleure performance pour Lightroom pour générer les miniatures. Et on a 30 minutes pour Darktable, mais pour Darktable, j'ai dû lui forcer la génération, c'est-à-dire j'ai dû prendre un outil en ligne de commande qui s'appelle Darktable Generate Cache, et j'ai dû lui spécifier de générer 7 niveaux de miniatures pour aller jusqu'au plus grand, c'est-à-dire celui qui va faire à peu près la taille du fichier brut. Sans quoi, par défaut, il mettait 5 minutes. Donc, par défaut, il le faisait pas, déjà. Il le fait à la volée. Vous voyez dans la vidéo que vous voyez, on voit les miniatures s'afficher dès qu'on met le nez dessus, ce qui évidemment n'est pas pratique, parce qu'à chaque fois que vous regardez, ça met un petit peu de temps pour générer la vignette, donc c'est très pénible. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que la première chose à faire quand on importe des photos après un shoot, c'est de générer les miniatures, enfin de générer les aperçus, sinon c'est infernal, on passe à chaque fois une demi-seconde à attendre pour regarder une image. Donc c'est chiant, et les pros ne font pas ça, c'est évident. Donc Darktable, il y a une petite friction, parce que dans le logiciel, il le fait à la demande, et du coup, on n'a pas de barre de progression qui nous indique quand est-ce que ce truc va être fini, alors que c'est le cas. C'est le cas pour Capture One, et c'est le cas pour Lightroom, évidemment. Donc par défaut, si on ne met pas de paramètres à cet outil en ligne de commande, donc le Darktable Generate Cache, il met 5 minutes parce qu'il génère que des aperçus vraiment miniatures, et il se base sur le JPEG en plus. Donc si je lui dis de ne pas se baser sur le JPEG, de lire le fichier brut et de générer ça dans la taille voilà, autour de 5120, ça met 30 minutes. Donc néanmoins, quand même, Darktable est quand même largement meilleur pour importer des images et générer l'aperçu. Alors ça implique la petite friction de vous devez aller dans le terminal et vous devez fermer Darktable. Et cet outil dans le terminal va se baser sur la base de données qui est couramment active, en gros le catalogue actif dans Darktable. Donc vous pouvez pas faire autre chose, alors que dans Lightroom et dans Capture One, vous pouvez faire autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à regarder les images, parce qu'après tout, il va les générer plus vite que vous allez les regarder. Et vous pouvez commencer à faire des notations, à mettre des mots-clés, vous pouvez commencer à arranger un peu vos petits, quoi. Alors que Darktable, c'est mort. Pendant qu'il est en train de travailler à générer les aperçus, vous pouvez rien faire d'autre. Donc ça, déjà, c'est un signe que clairement Darktable a été fait par des gens, encore une fois, brillants, et qui ont une bonne connaissance de l'infographie, de la science des couleurs, et de ce qui permet de retoucher les photos. Mais sur la pratique business, c'est-à-dire c'est quoi le métier d'un photographe aujourd'hui, c'est quoi le quotidien d'un photographe qui importe des images dans un logiciel pour les traiter, ça clairement, on voit qu'ils font pas ça pour vivre, parce que c'est pas possible en fait. Si vous avez un shoot, vous avez shooté toute la journée, vous rentrez le soir et vous devez commencer à regarder ces images pour envoyer un truc le lendemain au client, vous allez vous emmerder toute la soirée à ne pas avoir vos aperçus générés, ou alors si vous les générez, vous pouvez rien faire d'autre pendant ce temps-là. Donc là, c'est vraiment un gros point de friction pour Darktable, qui est très efficace pour le faire en termes de durée, mais en même temps, là, pendant une demi-heure, j'ai rien pu faire d'autre en fait. J'ai pas pu mettre le nez dans mon catalogue. Et on pourra parler d'ailleurs de la non-gestion des catalogues par Darktable, puisqu'il vous cache le catalogue sur le disque dur, il vous le met dans un dossier qui est caché, et il n'y a aucun outil qui est prévu pour exporter des morceaux de catalogue, ou qui est prévu pour fusionner des catalogues, ou en tout cas pas à ma connaissance, pas facilement. Balancer des scripts en ligne de commande qui vont aller taper dans le SQL et qui génèrent la base de données de Darktable, ok, c'est super, mais les photographes sont photographes, ils sont pas développeurs, quoi. Donc là, c'est quand même un vrai problème. Ensuite, il y a balancer un réglage automatique en vue avant de l'exporter. Et figurez-vous que je me suis dit, bon, balancer un preset, enfin en tout cas facilement, et on va voir qu'avec Darktable, là aussi, il y a une friction, ça devrait pas prendre de temps en fait. Et on balance le preset et puis ensuite on exporte. Sauf qu'évidemment, il y a un petit ricochet, c'est que si vous balancez un preset pour faire un développement rapide, vite fait, avant d'exporter vos images pour les montrer à votre client ou votre chef de projet ou peu importe, avant de les traiter, histoire de les montrer dans une version un tout petit peu plus flatteuse que le truc linéaire et tout plat par défaut, c'est que évidemment, du coup, il faut régénérer les aperçus si vous voulez envoyer ces trucs-là. Donc j'ai fait ça, évidemment, vous allez me dire, ça ne servait à rien de générer les aperçus avant si c'est pour appliquer le preset, vous aurez pu le faire à l'importation, mais c'était juste pour pouvoir séparer en fait ces données et ces résultats. Parce que tout le monde ne le fait pas, donc je vous donne les données quand on ne le fait pas, et je rajoute le traitement, l'application des presets ensuite. Donc évidemment, on ne va pas rechronométrer la gestion des miniatures parce que ça va être la même chose.
Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que Lightroom, appliquer un preset, ça prend... Je parle juste du preset, hein, pas de régénérer les miniatures. Juste, je prends toutes les images et je balance un petit coup de contraste et un petit coup d'exposition par-dessus, histoire de les rendre un tout petit peu plus sexy. Ça prend 1 minute sur les 2100 et quelques images, 2120. Là où Capture One met 8 minutes juste pour appliquer le preset. C'est-à-dire il y a une barre de progression qui dit j'applique le preset sur mes 2100 images. Ça c'est quand même assez intéressant parce que Lightroom ne le fait pas. Enfin Lightroom lui ça lui prend, c'est limite transparent, on le voit pas. Et tout de suite derrière il se remet à générer les aperçus parce que bah, du coup il faut les refaire. Capture One il prend 8 minutes juste pour appliquer les presets avant même ensuite du coup de devoir régénérer les aperçus. Donc si vous avez une grosse session shooting, si je prends par exemple mes 65 000 images moi, et que j'applique un preset, il va y avoir clairement un facteur de voilà, 6, 7, 8, a priori 8, de x8, juste pour appliquer les presets, et ce sans avoir encore régénéré les aperçus. Alors je comprends pas trop, je ne saurais pas dire pourquoi, je suis pas dans le moteur, et puis encore une fois on n'a pas les sources, donc on saura pas pourquoi. Mais c'est quand même pas mal, hein. Ça veut dire que appliquer un preset sur beaucoup d'images, ça prend beaucoup de temps dans Capture One, là où dans Lightroom ça se fait un claquement de doigts. Donc c'est là où il y a il peut y avoir de grosses différences, en tout cas moi j'en ai rencontré d'assez grosses. Par exemple, une exportation JPEG à 50% de la taille et à 1000 pixels pour le grand côté, donc si c'est une image en portrait elle fait 1000 de haut, si c'est une image en paysage elle fait 1000 de large. Donc en gros ce qui correspond à un aperçu quoi. Évidemment quand vous allez envoyer ça par le net, vous voulez faire une galerie sur le net, vous voulez balancer ça sur Dropbox ou sur Google Drive ou ce que vous voulez, vous n'allez pas balancer les tailles 100%, vous voulez juste montrer un aperçu des photos pour déjà éliminer celles que le client veut pas ou le chef de projet veut pas. Bref, on élimine les plus grosses. Vous laissez vous donner un aperçu de ce qui s'est passé dans la journée. Si c'est un shoot de produit, c'est évident que le client, il y a tout de suite un tri qui se fait. Donc c'est important évidemment de les redimensionner. On peut aussi parler un petit peu aussi du client, du fait que si vous n'avez pas encore été payé, vous avez été payé par un acompte, mais vous livrez pas des JPEG à 100% qualité nickel. Voilà, pour des raisons évidentes. Sauf si vous avez évidemment très confiance en votre client, ou alors vous faites un watermark. Donc les chiffres sont les suivants, c'est 40 minutes pour Lightroom, c'est 17 minutes pour Capture One qui est le plus rapide, et c'est 24 minutes pour Darktable qui se situe entre les deux, mais quand même pas loin de 2 fois plus rapide. Donc Lightroom est plutôt lent pour exporter les images. Encore une fois, je ne saurais pas trop l'expliquer, il y a juste un truc, c'est que j'ai bien mis 50% dans Darktable, donc de qualité. Sauf que le 50% de qualité de Darktable, il est clairement beaucoup plus vénère, beaucoup plus fort que le 50% de Lightroom et de Capture One. Donc si on parle un peu des images sur le disque, qu'est-ce que ça donne? Ça donne par exemple un poids de 331 mégas pour Capture One pour l'ensemble des fichiers exportés, de 369 mégas pour Lightroom classique, et 144 mégas pour Darktable. Donc ça veut clairement dire que les JPEG qu'il a générés, ils sont beaucoup plus compressés parce qu'ils sont 2 fois plus petits. Donc ensuite, au niveau du catalogue, qu'est-ce que ça donne les images? Donc ça donne un catalogue Lightroom en aperçu standard de 10 Go. Ça donne un poids de 10 Go pour Capture One. Et alors pour Darktable, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver le fichier DB. Et il faut aller dans un truc caché en fait. Donc c'est dans le répertoire utilisateur, pardon. Vous avez plusieurs dossiers. Donc il y a par exemple un dossier cache, .cache, qui contient les miniatures sur les 7 niveaux sur lesquels je les ai générés. Donc il est fait dans des tailles différentes. C'est aussi le cas de Lightroom quand vous faites un aperçu 1 pour 1. Mais que je sache, dans l'aperçu standard, il y en a moins. Il n'y a pas 7 niveaux de miniatures dans Lightroom. En tout cas, pas que je crois pas pour le mode standard. Peu importe, en tout cas, Darktable, une fois qu'il a généré tous ces petits, il a lui aussi du coup un poids de 10 Go sur le disque. Donc en gros, ces 2000 images générées sur le disque dur pèsent toutes le même poids. Ça prend, voilà, il n'y a pas de miracle ici, ils font tous la même chose en gros, plus ou moins la même chose, quoi. Il faut juste faire attention, qui est que dans Darktable, si vous générez des images dans le logiciel avec les préférences par défaut, avant de changer les préférences et de lui dire de générer des trucs plus grands, et en se basant sur le fichier brut, il va pas régénérer celles qui ont déjà été générées. Donc il faut aller dans ce dossier cache et effacer le dossier MIPMAPS, MIPMAPS qui a déjà été commencé par Darktable lors de la première ouverture, si vous voulez être sûr que l'outil en ligne de commande génère tout le monde, quoi. Donc vous voyez, c'est le genre de gestion qui est quand même, voilà, des trucs qu'il faut faire à la main, qui sont pas très photographe friendly.
Alors je sais ce que beaucoup de développeurs, enfin beaucoup de développeurs, de supporters Darktable vont dire, au moins on a le contrôle, on a le source, on sait exactement ce qui se passe et tout. Encore une fois, cette vidéo s'adresse à ceux qui ne sont pas là pour fabriquer leur voiture, ils ont juste besoin d'aller d'un point A à un point B, hein. Donc c'est un outil, que je sache, les utilisateurs de Darktable ne construisent pas leur voiture à partir d'une voiture dont les plans sont disponibles et les sources sont disponibles. Tout ce que vous faites dans la vie n'est pas open source, malheureusement peut-être, c'est pas le débat, mais il s'agit d'un outil, là je m'adresse aux pros, je m'adresse pas à ceux qui en font un hobby. Donc on peut faire des choses professionnelles dans Darktable, mais quand on doit en vivre, et c'est là où je dis professionnel, professionnel, donc on a besoin de ça pour payer le loyer, aller dans les dossiers cachés pour faire des trucs que le logiciel devrait vous donner facilement sous la main, c'est le signe que tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Alors, comme j'en ai parlé au début, c'est pas pour trouver un vainqueur et un grand perdant. Il y a de grosses différences entre les logiciels, on l'a vu. Il faut juste avoir en tête le cas particulier de Darktable, qui est un logiciel libre et gratuit. Les deux vont pas forcément ensemble, mais il n'y a pas d'intérêt commercial derrière, il n'y a pas de structure commerciale. C'est une organisation collégiale. Je crois qu'il y a un développeur qui est payé à plein temps, mais néanmoins les décisions se prennent quand même en fonction d'une communauté de gens qui veulent bien donner du temps pour faire ce logiciel. Donc c'est déjà assez miraculeux qu'un truc aussi performant soit libre et gratuit. Et donc on ne peut pas attendre de Darktable de suivre en fait les besoins d'un marché qui est donc le marché des photographes professionnels. Donc ce test, il est dédié à ceux qui en font leur métier et qui ont besoin de ne pas perdre de temps parce que c'est de l'argent. Donc reprocher à Darktable de ne pas avoir certains outils, par exemple pour la gestion des miniatures, la gestion du catalogue, on peut le faire dans un test comme celui-ci, où on dit bah, les photographes en ont absolument besoin, donc ça va être difficile, ça va être un peu rugueux sur Darktable, il va y avoir des pertes de temps et c'est un peu dommage. Mais on peut pas lui reprocher par contre. Évidemment, c'est pas la même chose avec Capture One ou avec Lightroom, où là, ce sont des logiciels qui ont été faits en auditant les besoins des professionnels et pour lesquels on paye quand même. Donc du coup, il y a un vrai match et ce match, à mon avis, se situe évidemment plutôt entre Capture One et Lightroom. Mais j'ai mis Darktable parce qu'il est tellement puissant en fait que ça aurait été dommage de ne pas le mettre, et parce qu'on les compare souvent, et comme souvent à tort, parce qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment lieu de comparer Darktable avec Lightroom ou avec Capture One. Donc on l'a vu, Capture One a des bonnes performances, Lightroom aussi, Darktable aussi, mais avec des frictions donc sur le catalogue. Il y a juste cette histoire de preset qui s'applique à des milliers d'images dans Capture One qui prend du temps alors que ça se fait quasiment instantanément dans Lightroom. J'espère que c'est pas un truc qui s'est passé sur ma machine et qui a faussé le test. Alors évidemment, vous appliquez pas des presets sur des milliers d'images tous les jours non plus. Donc je sais pas à quel point ça peut vraiment interrompre un flux de travail et entre guillemets coûter de l'argent à un professionnel. Par contre, c'est évident que l'importation, attendre que des miniatures soient générées pour pouvoir ensuite faire son dérush et cataloguer ces images, ça par contre c'est important que ce soit performant. Et on a vu que Lightroom et Capture One étaient à peu près au même niveau. Capture One était un peu plus lent pour générer les miniatures, mais c'était pas non plus complètement féroce. Euh, et au niveau de l'exportation, par contre, Lightroom était un peu plus long. Là aussi, c'est important de pouvoir générer des images facilement et en grand nombre. En général, vous allez avoir besoin d'exporter des images hein, forcément dans votre activité. Est-ce que ça suffit à avoir un impact pour décider votre choix? Je pense que non, parce que tout ce que vous allez gagner en temps va être contrebalancé, ou perdre en temps va être contrebalancé entre Lightroom et Capture One avec au moins deux trucs importants, qui sont en premier lieu les masques. C'est-à-dire que là, on ne s'est attardé qu'aux performances dites du catalogue, mais pas le développement. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo une partie 1, qui est que c'est le début, c'est le flux de travail de l'arrivée de l'image à la fin, mais finalement il manque le milieu. Et le milieu, c'est pas des trucs qu'on va pouvoir chronométrer clé en main en fait, mais ça va être une bataille de fonctions. Et depuis la rentrée 2021, donc depuis Lightroom 2022, Lightroom classique 2022, il y a l'apparition donc des masques automatiques avec le remplacement, avec la sélection automatique du sujet et la sélection automatique du ciel. Et ça, franchement, ça a quand même été, c'est un truc décisif pour moi. C'est-à-dire que là, pour les besoins de ce test, je suis allé dans Darktable, par exemple, et dans Capture One faire des masques pour retoucher des images. Et c'est évident que de dire, ah, tiens, trouve-moi le sujet, et par conséquent, du coup, par l'inverse, tu me sélectionnes l'arrière-plan, ou inversement.
Une fois qu'on a goûté à ça, c'est vraiment hyper dur de revenir en arrière. C'est-à-dire j'ai des sujets, que ce soit en paysage ou en mode ou portrait, où il y a un sujet avec, voilà, bah, ne serait-ce que vous faites quelqu'un avec des cheveux ou avec des cheveux en mouvement ou ce genre de choses, il va y compris sélectionner des cheveux flous automatiquement dans Lightroom. S'amuser à faire ça, même avec le truc magique de Capture One, c'est franchement l'enfer, ça prend du temps, c'est pas aussi précis. Et dans Darktable, c'est pareil en fait, hein. Les masques sont très puissants dans Darktable, on peut faire des plumes, on peut instancier les masques pour les récupérer d'une photo à l'autre, ce qui était un truc très puissant quand j'en avais parlé, je crois en 2017 à l'époque, moi ça m'avait vraiment fait tomber par terre, j'avais trouvé ça génial. Mais le truc c'est que j'en ai plus besoin en fait, parce que bah, j'ai un outil qui me fait ça tout seul. Et franchement, mon but dans la vie, c'est pas de passer du temps à dessiner des masques en fait, hein. Je suis désolé, mais je pense que c'est le but de personne. Et alors, pour les photographes pros qui vivent de cette pratique, vous avez deux solutions en fait quand vous perdez du temps. Soit vous la facturez au client, c'est-à-dire un truc que, où il faudrait 2 heures, vous en mettez 4, bah vous facturez 4 heures au client, et vous êtes du coup moins compétitif qu'un de vos concurrents qui va mettre 2 heures au lieu de 4. Soit vous facturez 2 heures, mais vous passez 4 heures. Donc c'est 2 heures que vous facturez pas à faire. Voilà, c'est 2 heures que vous pouvez pas facturer pour faire autre chose. Donc quoi on va pas débattre du capitalisme et ce que c'est que la vie et gagner sa vie et compagnie, mais quand on est photographe et qu'on gagne sa vie avec le temps qu'on met avec une compétence, au bout d'un moment c'est important quand même. Et ce qui fait toute la différence, à mon avis, qu'on va explorer peut-être avec la partie 2, c'est que ce qu'on a vu là dans la gestion du catalogue, euh, va être en fait assez anecdotique finalement, comparé au temps qu'on va gagner au développement sur chaque image. Et ok, le temps pour manipuler beaucoup de photos, il est aussi crucial. Quand on manipule des dizaines de milliers d'images, il est important d'avoir un bon outil de gestion. Et le fait est que la meilleure gestion aujourd'hui en termes de fonctions, pour synchroniser des métadonnées de boîtier, pour fusionner des catalogues entre eux, pour faire des opérations complexes d'importation et pour gérer beaucoup d'images et aussi des performances globales accessoirement, Lightroom est le mieux positionné en fait. Donc l'avantage de Capture One, ce sont les sessions, qui est donc ce système auto-contenu qui permet d'archiver des projets, enfin en tout cas de faire un projet, de le traiter, de l'archiver et que tout soit auto-contenu, c'est très pratique. Je pense que beaucoup de fois, à beaucoup d'occasions, les photographes n'ont pas besoin de catalogue et pourraient en fait plutôt utiliser des sessions. Ceux qui font des photos de produits le savent déjà, il n'y a pas besoin de cataloguer pendant 10 ans tous ces shoots de produits, on s'en fout, on le fait par client. Chaque session de shoot de produit est auto-portée, auto-contenue, et les sessions, pour ça, c'est imbattable dans Capture One. Donc Capture One est certes inférieur sur le catalogage de beaucoup d'images, quand on a vraiment des dizaines de milliers d'images, mais on peut faire des sessions, c'est pas toujours forcément plus adapté, mais on a un choix, et ensuite ces sessions peuvent d'ailleurs être intégrées dans un catalogue. Donc il y a une vraie bataille, hein, j'ai envie de dire, entre Capture One et Lightroom, et c'est à vous de décider si ça s'adapte à votre flux de travail ou pas. Là, le truc, c'est que du coup, pour la concurrence, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de vraie gestion de catalogage, de catalogue dans DxO, ni dans Luminar. Et donc, dans Darktable, il y a un système de base de données qui s'apparente à un catalogue, mais sur lequel, en fait, on a finalement peu la main. Donc, on l'a vu, c'est une base de données qui est cachée. Donc, ils ont voulu respecter l'arborescence des dossiers style Linux. Donc, en gros, les trucs de configuration sont dans un dossier .config du répertoire utilisateur. Tout ce qui est génération des vignettes, c'est considéré comme du cache, donc c'est dans le dossier .cache caché du dossier utilisateur. Tout ça, c'est problématique parce que vous changez de machine, c'est des dossiers qui sont cachés. Enfin, une fois que vous savez où ils sont, bon ben ok, vous pouvez y accéder, mais c'est pas facile à manipuler. Là où dans Lightroom, on peut sauvegarder facilement ces aperçus, c'est le dossier LR Preview, boum, on le sauvegarde, et comme ça on n'a pas besoin de les régénérer par exemple. On peut manipuler ces catalogues, on peut les sauvegarder. Il y a d'ailleurs une sauvegarde automatique qui est proposée par Lightroom si jamais la base de données est corrompue, il est capable de l'optimiser, de retrouver des backups. Tout ça, Darktable, il vous le propose pas, il vous le met pas sous le nez, c'est à vous de le faire à la main. Alors ok, quand on est un bon geek, un bon Linuxien, on va s'amuser à faire un cron pour faire une archive automatique qu'on va mettre automatiquement sur son NAS, on va faire un petit script bash ou autre interpréteur de commande de votre choix pour automatiser tout ça. Vous avez la main, vous pouvez tout faire, évidemment. Encore une fois, le but là, c'est de comparer pour quelqu'un qui est photographe, pas quelqu'un qui est informaticien. Et donc ces fonctions manquent évidemment avec Darktable. Vous pouvez le faire, il faut juste le faire à la pogne, il faut juste ou alors le faire avec d'autres outils, comme par exemple la synchronisation de deux boîtiers. Quelqu'un qui shoot en mariage a toujours deux boîtiers en général. Bah, dans Darktable, ça va être très difficile de synchroniser ces métadonnées pour ajuster l'heure de capture. Vous pouvez le faire avec ExifTool en ligne de commande. Mais un photographe, il est là pour faire des photos, en fait, il n'est pas là pour manipuler la ligne de commande. Donc il va aller à l'outil qui lui permet de travailler le plus rapidement possible avec le moins de friction possible. Donc la conclusion, voilà, c'est celle-là, c'est qu'il y a une vraie lutte de fonctions
entre Capture One et Lightroom, avec des performances quand même assez similaires, même si on a vu des différences, mais au final, sur cet aspect-là, vous n'allez pas forcément avoir un jour et la nuit. Par contre, c'est ailleurs que ça risque de se trouver, et à mon sens, aujourd'hui, ce qui fait vraiment gagner du temps, et donc ça date de 2 ans, hein, c'est tout récent, pas tout à fait, même 1 an et demi, c'est l'apparition en octobre 2021. Donc ça fait 1 an et demi au moment où j'enregistre cette vidéo, là c'est février 2023, donc c'est l'apparition des masques automatiques dans Lightroom, et de tout nouveau système de masques, donc de correction locale, qui est vraiment exceptionnel, qui fait gagner un temps vraiment énorme, et qui, sur des dizaines d'images retouchées tous les jours, peut faire une différence très forte sur la rentabilité d'un photographe. Et ça vaut carrément... Alors, par rapport au prix de l'abonnement, du coup, c'est carrément dérisoire. Le temps que vous pouvez gagner sur un masque, ça peut être facile, 10 minutes, un quart d'heure, au lieu de, voilà, c'est au lieu de 20 secondes en fait. Il le trouve tout seul, ça prend même pas 5 secondes. Là où un masque avant, j'aurais pu mettre 10 minutes à le faire au pinceau, à bien lisser, prendre les contours, les cheveux avec le truc automatique. Ah, je dépasse, il faut que je corrige avec la gomme. Bref, sur des dizaines de photos, vous allez faire une grosse différence. Il y a des choses que j'ai pas évoquées qui sont un peu particulières, mais qui sont quand même utiles, par exemple les filigranes, qui est aussi un truc sur lequel je me suis confronté à une vraie différence de philosophie entre les logiciels. Par exemple, Capture One et Lightroom ont un système de filigrane qui se fait à la sortie, c'est-à-dire que en gros, quand vous exportez vos images, vous avez la possibilité de mettre un filigrane sur vos photos pour les signer, mais ce n'est pas dans la photo d'origine, c'est juste au moment de l'export, il met un coup de tampon, boum, on met un filigrane avec un texte, une image, ce qu'on veut. Dans Darktable, et c'est là où, à mon avis, je pense que les développeurs, encore une fois, sont des gens brillants et qui font de la photo et ont compris un bon niveau en termes photographiques, mais qui n'en vivent pas, en tout cas qui ne sont pas amenés à manipuler des grandes images, un grand nombre d'images, parce que le filigrane, c'est en fait un style qu'on applique à la sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez mettre un filigrane dans Capture One, vous devez avoir au préalable créé un style avec le filigrane que vous voulez, vous l'appliquez à la sortie, et toutes les images sont filigranées, et celles qui sont dans le catalogue, évidemment, n'ont pas été filigranées. C'est juste au moment de l'export. Donc en ce sens, vous pouvez me dire, c'est super, mais finalement c'est pareil. C'est pas pareil parce qu'en fait, ça vous demande de créer ce style au préalable. Ça veut dire que si au moment de la création du filigrane, par exemple, j'ai 10 clients, j'ai un filigrane que j'applique pour chaque client, je suis obligé déjà de me farcir les filigranes, les 10 styles avant, ou si alors j'ai un nouveau client que j'ai pas créé le filigrane avant, ou que pour une raison X ou Y, j'ai besoin, lors de cette session d'export, de faire un filigrane différent, et donc pour lequel j'ai pas anticipé de faire un style, bah, il faut que j'aille faire mon style, que je le regarde, donc en étant en mode développement sur une photo. Donc une fois que je suis content, je crée un style, et ensuite je retourne à l'exportation pour pouvoir l'appliquer. Donc en gros, la spontanéité, les besoins de «Ah tiens, cette fois-ci, j'ai besoin de signer Tartampion plutôt que Tartuffe sur cette photo», bah non, en fait, il faut l'anticiper. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors certes, on peut appliquer dans le module filigrane plein de choses avec des variables, et c'est très puissant. Donc en tant que tel, il est très cool dans Darktable. Et là, boum, il y a cette friction à la fin de... Ben, c'est considéré comme un style, en fait. C'est pas considéré comme une option du module d'exportation. Très clairement, les gens qui ont fait Darktable, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû bosser en agence de presse, en mode, en photo de produit, et qui ont eu besoin d'appliquer des filigranes quand le client nous demande un export. Et du coup, j'ai besoin d'exporter mes JPEG, là, boum, je les watermark, mes photos, et ça part au client avec un Dropbox. Voilà, les trucs de la vie de tous les jours de photographe qui a besoin de vendre ses photos et d'être compétitif. Non, il faut penser à faire les choses. Alors, il y a plein d'options, c'est super bien, c'est performant, c'est tout ce que vous voulez, mais ces frictions de flux de travail, ouais, pour que les photos s'enchaînent de l'importation à la génération des miniatures, à l'exportation, à l'application de filigrane, enfin, tout le pipe, comme on dit en anglais, quoi, de A à Z. Il y a un pipe d'image, de science de l'image qui est top dans Darktable au niveau du moteur, mais alors pour tout ce qui est des différentes opérations qu'on fait quand on est photographe et qu'on les retouche, entre le moment où on les importe et le moment où on les sort, c'est gavé de frictions qui font que on peut, à mon avis, difficilement bien gagner sa vie. Je mets peut-être un peu provocateur, mais vous allez être moins compétitif, c'est évident. On prend, pour faire une tâche, la tâche des photographes de tous les jours, on prendra beaucoup plus de temps pour la faire dans Darktable que pour la faire dans Capture One ou dans Lightroom. Et pour ce qui est de dissocier Capture One et Lightroom, vraiment ça dépend de votre discipline, et on en reviendra toujours au choix de la session contre le catalogue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, ça dépend. Et au final, ensuite, de ce que vous faites sur vos images. Pour tout ce qui est des images qui ont besoin d'être retouchées localement, depuis 1 an et demi, Lightroom a complètement tué le truc. Les masques de Lightroom sont vraiment ultra performants. Et il n'y a pas de comparaison possible. Pour faire la même chose dans Capture One, faut perdre du temps. Pour faire la même chose dans Darktable, faut perdre du temps.
Et il y a peut-être que Luminar avec ses trucs d'intelligence artificielle qui peut lutter, mais vu que de toute façon il n'est pas fait pour cataloguer, il n'est pas vraiment fait pour les pros non plus, la question ne se pose pas. Donc voilà ce que j'ai pu un peu déterrer comme conclusion pour vous. À partir de ces tests, il y a quand même un vrai choix finalement entre au moins 2 logiciels. Et si vous êtes en mode hobby, passe-temps, amateur, éclairé, et que la notion de productivité ne vous concerne pas, c'est évident que Darktable est évidemment un excellent outil qui est très puissant, qui est très complet. Et si ces frictions ne vous gênent pas, voilà, vous ferez pas des plus belles images ou des moins belles images, mais vous avez en tout cas tous les outils pour y arriver, que ce soit dans n'importe quel de ces logiciels. Mais le simple fait que ce soit un logiciel, et je parle de Darktable, fait par des passionnés qui prennent de leur temps libre et ils ne sont pas payés pour ça, on peut pas vraiment comparer et on peut pas vraiment reprocher quoi que ce soit à Darktable, on peut juste constater dans l'application de nos tâches de tous les jours en tant que photographe. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Sur la partie 2, je ferai un test donc sur des opérations de retouche avec des cas très concrets. Du style, je dois déboucher une image sous X, j'ai un masque à faire sur le visage d'une personne, je dois détourer des cheveux. Voilà, des trucs très concrets. Je vous ai déjà donné des éléments de réponse. C'est évident que Lightroom est parti pour être gagnant, ne serait-ce qu'avec son outil de masquage automatique. Si on avait fait cette vidéo il y a 2 ans, on aurait probablement une lutte un peu plus proche, avec juste, on va dire, des affinités entre les outils, enfin les affinités que vous pouvez avoir vous avec des outils. Là, c'est évident qu'avec un truc qui fait tout en automatique, en claquant des doigts, et qui en plus, franchement, se trompe quasiment jamais, ça risque de tuer un petit peu le match, mais on va quand même aller jusqu'au bout et voir si une tâche de création de masque, combien de temps elle prend en fait. Est-ce que c'est un truc qui fait 5 secondes et qui nous en fait gagner 10 parce qu'au final ça aurait fait 15 secondes au lieu de 5, ou est-ce que c'est vraiment un masque qui aurait mis 5 minutes et en fait on le fait en 5 secondes. Multipliez ça par 10 images, vous allez cramer 1 heure en fait. Donc c'est ça que je veux essayer de voir. Est-ce que cette nouvelle fonction de masque automatique dans Lightroom, c'est vraiment impactant sur la productivité globale d'un photographe qui vit de la vente de ses clichés. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez important à déterrer, à dépoter, à explorer, avec des chiffres en fait, c'est-à-dire de mesurer vraiment si cet impact il est réel ou pas. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première partie en comparant les performances de Lightroom Capture One et Darktable. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, je prétends pas détenir la vérité, c'était juste quelques trucs importants mesurés avec des chiffres et c'est fait pour lancer une discussion. Et évidemment, le plus important, comme je viens de le dire, c'est la partie 2 où on va aussi voir du coup au niveau du développement, on va concaténer tout ça et on va voir quel est l'impact sur la productivité des photographes avec l'utilisation de ces 3 logiciels. Merci beaucoup pour votre fidélité, à bientôt, bye bye.